Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le cours sur le cancer bronchique et on va s'intéresser particulièrement à son diagnostic, mais aussi bien à des éléments épidémiologiques, aux circonstances de découverte de la maladie, les différents aspects radiologiques, aussi bien radiologie standard que scanographique. On s'intéressera aussi, bien sûr, au diagnostic différentiel, à la classification de la maladie, au bilan pré-thérapeutique et enfin, on s'intéressera aussi à la thérapeutique, la prise en charge de ce cancer du. Comment définit-on le cancer bronchique? En effet, il s'agit d'une tumeur maligne émanant de la muqueuse qui tapisse les bronches. Dans la littérature, on trouve différentes dénominations. On parle souvent de cancer primitif du poumon, de cancer bronchique primitif ou de cancer du poumon tout court. C'est une maladie qui est secondaire à une croissance cellulaire incontrôlée des cellules de la muqueuse bronchique. Et c'est une pathologie, c'est une affection qui est connue depuis sa première description par Bell en 1810, qu'il avait identifiée comme étant la sixième phthisie. Cette maladie, elle est restée longtemps inconnue jusqu'au début des années 1930 et on connaît beaucoup mieux cette pathologie depuis l'avènement à cette période de la radiologie qui a permis aux médecins de visualiser ce qui existe derrière, les éléments anatomiques qui existent derrière la peau. Le pronostic de cette maladie, il reste toutefois redoutable en dépit des progrès de la radiologie, des progrès de la thérapeutique. Et une référence, c'est son incidence qui ne cesse qu'accroître. Et cette incidence, paradoxalement, elle avoisine par sa gravité sa prévalence, c'est-à-dire que le nombre de nouveaux cas qui apparaissent en une année est presque le même du total des malades qui présentent cette pathologie durant la même. Sur le plan épidémiologique, le cancer du poumon est le plus fréquent à l'échelle mondiale. C'est un cancer de l'adulte avec un tropisme entre 60 et 65 ans. Cependant, c'est une affection qu'on peut retrouver de plus en plus chez le sujet jeune et aussi chez la femme. Sur le plan sexe, il est plus fréquent chez l'homme, bien sûr, que chez la femme, avec un rapport de 9 hommes pour une femme. Et ceci s'explique, bien sûr, par le fait que l'homme, il a des habitudes tabagiques que la femme n'en a souvent pas. N'en a souvent pas. Le pronostic, bien sûr, on ne peut qu'insister là-dessus, c'est un pronostic très fâcheux. On estime en Algérie son incidence à 1,5 cas pour 100 000 habitants. Le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer dans le monde. En effet, en 2012, on a dénombré 1 200 000 décès par cancer primitif. Cette diapo, elle montre l'incidence de l'ensemble des cancers qui sont estimés à 12,7 millions de nouveaux cas. Et on voit bien que le poumon vient en pole position avec 12,7%, soit 1 608 000, suivi par le cancer du sein avec une fréquence de 10,9% et un nombre de 1 383 000. Et le colorectum vient en troisième position, l'estomac en quatrième, etc. Et le cancer le moins fréquent, comparativement aux autres, c'est la leucémie qui a aujourd'hui un meilleur pronostic
et avec 351 000 cas en 2012. La mortalité par cancer, elle est évaluée à 7,6 millions de décès annuels. Et là aussi, le poumon occupe la malheureuse place, première place avec 18,2% et un total d'1 378 000 à travers le monde. Alors, quels sont les facteurs favorisants du cancer bronchique? En premier lieu, on retrouve en pole position le tabac qui a un rôle majeur, un rôle déterminant. C'est la première cause des cancers bronchiques. Et on a estimé que le seuil de voir apparaître un processus cancéreux pulmonaire à partir du fait que le patient ait fumé 15 à 20 paquets an. Qu'est-ce que c'est le paquet an ou le paquet année? Cela correspond à une intoxication active d'un paquet de cigarettes chaque jour pendant un an. Il faut aussi savoir que la fumée de cigarette, elle contient 4000 substances chimiques et parmi lesquelles 60 sont reconnues comme étant cancérigènes. Et là, nous retrouvons le benzopyrène, les nitrosamines, les dérivés de l'anthracène, etc. Concernant la nicotine, elle a un rôle de médiateur de l'intoxication tabagique. Les autres facteurs exposants à un risque d'apparition de la maladie, on a d'abord les facteurs d'exposition professionnelle tels que l'exposition à l'asbeste qui va nous donner une asbestose, mais aussi peut donner un cancer du poumon. Et l'asbeste, c'est l'amiante. Nous avons le nickel, nous avons le chrome, l'exposition à l'arsenic, au chlorométhyléther, ainsi qu'au gaz moutarde. Il y a aussi l'exposition au radon qui peut être une exposition professionnelle, comme ça peut être une exposition domestique dans des maisons bâties sur des terrains à grande émanation de radon de son sous-sol. Enfin, les facteurs environnementaux, on retrouve les radiations, mais surtout la pollution, pollution atmosphérique, pollution de ville, etc. Mais on se pose la question pourquoi certaines personnes exposées à ces différents risques qu'on avait évoqués développent un cancer alors que d'autres non, tout simplement parce qu'il y a des prédispositions génétiques. Et on connaît qu'il y a des familles qui sont particulièrement touchées au cancer. Et là, on avait découvert qu'il y a des gènes qui existent, qui prédisposent à l'émergence de cette pathologie maligne, tels que les gènes MYC qui exposent, enfin qui sont derrière plutôt le carcinome à petites cellules, et on a les gènes RAS qui sont derrière l'émergence des carcinomes, etc. Sur le plan histologique, alors sur le plan histologique, l'OMS avait subdivisé les cancers bronchiques du poumon en deux groupes. On a d'abord les cancers bronchiques à petites cellules, dans l'acronyme connu CBPC. Ce sont des tumeurs neuroendocrines qui ont la capacité de fixer la NSE, la neurone spécifique énolase, et ce groupe de cancers représente environ 20%. Le second grand groupe, ce sont les cancers bronchiques à non petites cellules, c'est-à-dire à grandes cellules, dont l'acronyme c'est CBNPC. Ça comprend le cancer épidermoïde avec une proportion d'environ 35%. Ça comprend les tumeurs adénocarcinomes émanant de cellules glandulaires et qui ont une proportion, une fréquence de 30 à 40%. Et on a enfin des carcinomes à grandes cellules avec une fréquence de 10%. Concernant la clinique, quelles sont les circonstances de découverte? D'abord, un cancer bronchique peut être découvert devant des signes fonctionnels respiratoires. Le maître symptôme
représenté par l'atout. Tout simplement, l'atout, c'est un signe réflexe quand les branches sont soit comprimées, soit infiltrées, soit comprenant un corps étranger. Alors cette toux, elle est récente ou elle peut être aggravée chez un bronchite chronique. C'est une toux qui réveille souvent la nuit le patient. Deuxième signe, ce sont des hémoptysies. Ça peut aller de crachat hémoptyrique jusqu'à des hémoptysies de moyenne abondance. Et l'hémoptysie est un signe d'alerte qui amène le malade à venir consulter devant chaque sujet âgé de plus de 40 ans. Fumeur, il faut toujours demander un bilan spécialisé, particulièrement une bronchofibroscopie. Le cancer peut aussi être révélé par des épisodes infectieux récidivants, qu'ils soient bronchiques ou parenchymateux. Ça peut aussi être une dyspnée récente ou aggravée, et cette dyspnée est le plus souvent le témoignage d'une sténose proximale ou d'une lymphangite carcinomateuse. Un autre signe, ce sont les douleurs thoraciques qui peuvent apparaître tardivement. Pourquoi? Parce que le poumon n'est pas richement innervé en nerfs sensitifs. Il n'y a que la plèvre, les gros troncs bronchiques, les gros troncs vasculaires qui, eux, le sont de façon minime. Alors, ces douleurs, elles peuvent apparaître de façon insidieuse, lancinante, et elles traduisent tout le temps une complication de la tumeur par extension à la paroi ou au médiastin. Alors, le cancer peut aussi être découvert suite à une extension locorégionale. C'est-à-dire que la tumeur, elle va prendre du volume et elle va infiltrer, envahir les éléments anatomiques de voisinage. Ainsi, lorsque on a une infiltration, une compression du nerf récurrent gauche, celui-ci se manifeste par une dysphonie et ça va donner une voie bitonale secondaire à une paralysie justement récurrentielle gauche. L'extension, elle peut se faire vers l'œsophage et se manifester par une dysphagie, aussi bien au solide que par la suite au liquide. Ça peut être une compression, une infiltration de la veine cave supérieure, et ça va donner un syndrome de compression bien sûr veineuse avec des vertiges, des céphalées, un œdème en pèlerine, une circulation veineuse collatérale, une turgescence des veines jugulaires et cette circulation veineuse, elle est particulièrement de siège haut, elle prend la partie supérieure du thorax. La découverte du cancer peut être secondaire à un syndrome de Claude Bernard Horner qui s'exprime par une nénophthalmie, amyosis, imptosis, avec diminution de la fente palpébrale. Enfin, une extension pariétale se manifeste particulièrement par des douleurs intenses liées à une localisation cadre osseux avec des névralgies cervico-brachiales et souvent un épanchement pleural, le plus souvent de nature séro-hématique. Si l'extension se fait vers le cœur et aussi le péricarde, ça va se manifester par des troubles du rythme cardiaque. Enfin, une compression lymphatique qui reste toujours possible, quoiqu'elle est exceptionnelle, elle va se manifester par le syndrome de Ménétrier qui se caractérise par des œdèmes du bras qui vont accompagner un chylothorax. Les circonstances toujours de découverte, ça peut être secondaire à une extension métastatique qui peut être ganglionnaire, et ça touche particulièrement les ganglions susclaviculaires, axillaires, et même des ganglions profonds par la suite, des extensions vers métastatiques hépatiques, et ça va se manifester par un foie marronné à la palpation, extension neurologique,
Ça donne des symptômes méningéo-médulaires, des signes encéphaliques, l'extension osseuse, douleur et souvent des fractures sur un os qui est infiltré, qui est soufflé. L'extension métastatique peut toucher les surrénales et elles peuvent être de découvert scanographique, se manifestent bien sûr cliniquement par des douleurs lombaires qui sont rares. Un autre type de manifestation, ce sont les syndromes paranéoplasiques. Les syndromes paranéoplasiques, il y a plusieurs types de manifestations. D'abord, on a les manifestations endocriniennes qui s'expriment par un hypercorticisme, un syndrome de Schwarz-Barter, des manifestations osseuses représentées par un hypocratisme digital, une ostéopathie hypertrophiante pneumique de Pierre et Marie, des manifestations aussi cutanées à travers un acanthosis nigricans. L'acanthosis nigricans s'exprime par un aspect verruqueux brunâtre au niveau de l'aine du patient. Et enfin, ça peut se manifester par des troubles neuromusculaires, à type de myopathie, de neuropathie périphérique, etc. Souvent, le cancer est révélé suite à une asthénie, un amaigrissement, une anorexie qui témoigne de la baisse de l'état général. Et enfin, on peut aussi noter chez le patient subitement un dégoût du tabac et ceci attire l'attention sur l'éventualité de l'émergence d'un cancer bronchique. Enfin, il ne faut pas sous-estimer les cas où la radiographie peut apparaître normale dans le cadre d'un bilan d'embauche préopératoire, etc. Mais quand on est devant des signes cliniques ci-dessous énumérés, et particulièrement des crachats hématoïques, une toux, etc., il faut bien sûr aller faire une exploration spécialisée. Le diagnostic. Le diagnostic, à l'examen clinique, on ne trouve pas grand-chose, il est peu contributif. L'interrogatoire, bien sûr, il va à la recherche des facteurs de risque qu'on avait évoqués. L'examen physique, il va évaluer l'état général du patient, mais il va rechercher aussi des signes, par exemple, d'hypoventilation, dans le cas du patient fumeur qui a une BPCO qui accompagne l'émergence du cancer. On peut aussi entendre un wheezing, c'est quoi? C'est un sifflement qui siège au niveau d'un seul côté, ce qui témoigne de l'obstruction d'une tumeur bourgeonnante au niveau d'un grand tronc bronchique. Ça peut être un syndrome pleural, qu'il soit liquidien, souvent séromatique ou même gazeux, un syndrome médiastignal d'accompagnement, par compression, etc. Ça peut être aussi des signes d'extension extrathoracique, des métastases qu'on avait vues, des métastases hépatiques, neurologiques, osseuses, avec des douleurs, fractures, etc. Les examens biologiques après cela, on demande de routine une formule sanguine, mais elle est souvent normale. Tout au juste, si elle peut nous montrer une anémie, elle ne peut pas être contributive pour le diagnostic. Et les autres, il en est de même des autres signes biologiques d'inflammation. Cependant, dans l'examen biologique, un examen peut être intéressant, ce sont les marqueurs tumoraux. Mais d'emblée de jeu, il faut dire qu'il n'existe aucun marqueur tumoral qui peut contribuer au diagnostic précoce de la maladie. Cependant, l'AC augmenté peut nous orienter quand on a une image radiologique suspecte. Et elle peut contribuer à asseoir le diagnostic d'un adénocarcinome ou bien des métastases hépatiques. La NSE, quand elle est augmentée, 70% des cas, elle est positive dans le cancer microcellulaire. Et elle a aussi une bonne corrélation avec l'extension de la maladie.
Enfin, pour le cas du cancer bronchique non à petites cellules, 20 à 30% des cas, on voit une augmentation, une ascension du CA19-9, CA15-3, CIFRA 21-1. Et comme ils ont une faible spécificité, on ne peut pas bâtir notre diagnostic sur ces marqueurs. Les valeurs pronostiques pour certains d'entre eux, pour le cancer bronchique non à petites cellules, on a le CIFRA 21-1 et pour les cancers bronchiques à petites cellules, la neuron spécifique et non lase. L'imagerie thoracique maintenant, l'imagerie thoracique, bien sûr, la symptomatologie d'appel, elle se focalise sur le thorax, automatiquement, on demande dans un premier temps, une radiographie thoracique. Et là, on va objectiver plusieurs types d'aspects radiologiques, parmi lesquels trois groupes d'images, trois genres d'images sont très fréquentes et un peu particulières, puisqu'on les retrouve fréquemment dans le cas du cancer bronchique primitif. Il y a d'abord l'image de la téléctasie. La téléctasie, elle peut être segmentaire, lobaire ou même pulmonaire. Et ces téléctasies, ça témoigne de l'envahissement de ces branches, soit segmentaires, soit lobaires, soit des branches souches. On peut avoir une image hilaire, c'est une opacité qui déborde la région hilaire. C'est une opacité qui ressemble à un ganglion d'un certain volume, mais dans la surface, elle est hérissée. On a des trabéculations qui partent à la périphérie. Ce sont des trabéculations qui témoignent de microatélectasie. Enfin, ça peut être le plus fréquemment du temps d'une image ronde intraparenchymateuse. Là aussi, la périphérie, elle n'est jamais bien limitée, tel qu'on voit ce type d'image dans les tumeurs bénignes ou bien dans le kystidatique. Là, la périphérie, on trouve des aspects un petit peu polylobés, mais surtout, on peut trouver là aussi des trabéculations qui partent de la périphérie et donnant un aspect en patte de crabe. C'est la similitude qu'on fait entre cette image et un crabe. Enfin, on peut être confronté devant une image excavée. L'image excavée, le plus souvent, elle est consécutive à un cancer épidermoïde. Pourquoi? Parce que le cancer épidermoïde a un temps d'évolution relativement plus lent par rapport aux autres tumeurs. Or, la tumeur, quand elle évolue lentement, à chaque mitose, il y a des micro-vaisseaux qui se forment à la périphérie, et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a un dédoublement, les vaisseaux néoformés au préalable vont être détruits. Ainsi de suite, le centre va être non vascularisé du tout par absence de ces néovaisseaux et un tissu qui n'est pas vascularisé va automatiquement passer à la nécrose. Et la nécrose, nous le savons, elle évolue vers la purulence et le pu, c'est une règle, le pu n'accepte pas d'être cloisonné dans un espace où il peut être enfermé pour une longue durée. Non, le pu va perforer la couche périphérique et il va s'extérioriser à travers une branche de drainage qui va évacuer ce liquide purulent, donnant un aspect d'image cavitaire qui a là aussi sa particularité. L'intérieur de la cavité, les bords de la paroi interne, elles sont irrégulières, elles sont irisées, on dit qu'elles sont anfractueuses. Pourquoi? Parce que la nécrose ne passe pas au même moment partout dans toute la surface de la masse tumorale d'un seul coup. Donc, c'est des territoires qui vont s'exposer au fur et à mesure et ainsi la purulence, bien sûr, elle varie d'un territoire à l'autre et on aura des clartés au sein d'une image opaque, on aura un niveau des fois hydroaérique, mais dans tous les cas, c'est une image à paroi épaisse
et le niveau n'est pas tout à fait rectiligne sur le bord. On trouve une petite pente qui témoigne que c'est plutôt un tissu qui pend sur le liquide. Enfin, on peut avoir des images pleurales, liquidiennes, souvent gazeuses. Quand elles sont liquidiennes, quand bien même l'épanchement pourrait être important, on ne note pas de refoulement tel qu'on le connaît dans une pleurésie sérofibrineuse simple où le poids du liquide va pousser vers le côté contralatéral la masse médiastinale. Ici, ce n'est pas le cas, tout simplement parce qu'il y a une masse tumorale cachée par l'épanchement et la tumeur, on sait qu'elle donne une attraction, elle donne une atélectasie, donc elle va retracter, attirer vers elle les éléments de voisinage, les organes de voisinage tels que le médiastin, la trachée, etc. Parallèlement, la masse liquidienne, elle pousse, elle s'oppose, et on connaît qu'en physique que lorsqu'on a deux forces de même intensité qui s'opposent, elles vont se neutraliser et ainsi, on va trouver un médiastin qui est soit en place, soit il n'est pas refoulé, et il peut être légèrement attiré ou légèrement refoulé, mais pas le refoulement qu'on connaît dans la pleurésie sérofibrineuse par exemple, simple. Des fois, on peut être confronté à une image bilatérale, et une image bilatérale, ça suppose souvent que c'est une métastase de la tumeur primitive contralatérale. Or, souvent, ce n'est pas le cas, d'où l'intérêt de faire toujours des biopsies d'un côté comme de l'autre quand on a deux types d'images, parce qu'il se peut que chez un sujet fumeur, un cancer peut survenir dans un poumon, puis dans un autre au même moment des fois, et ces masses elles peuvent être de même type histologique, comme elles peuvent être de type histologique différent. Enfin, comme on avait dit, souvent on est confronté à une image radiologique qui peut être normale, mais avec un bon regard, avec une radio de profil, on peut des fois déceler des petites images rétrocardiaques, rétrodiaphragmatiques qui sont cachées sur la radio simple. Et c'est tous ces malades-là, donc il faut pousser notre investigation pour poser le diagnostic de certitude. Il y a une forme clinique qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas passer sans la citer. Ce sont les tumeurs de l'apex, les tumeurs qui siègent au sommet, telles que vous la voyez sur ce cliché-là. Ces tumeurs, elles vont toucher le plexus brachial C8D1, l'infiltré, et elles vont se manifester par un syndrome de Claude Bernard Horner qu'on avait vu un peu plus haut, qui se manifeste, comme on le sait maintenant, par un ptosis, myosis et ophtalmie, et des lésions osseuses apico-costo-vertébrales. Et l'ensemble va donner ce qu'on appelle le syndrome de Pankos-Tobias, Horner. Voilà pour ce qui est de l'imagerie simple. Le scanner ou encore tomodensitométrie, acronyme TDM, il doit être dans tous les cas demandé. Pourquoi? D'abord pour évaluer l'étendue de la masse tumorale, évaluer la répercussion de cette masse sur les éléments de voisinage, au contact de la plèvre, au contact du médiastin, etc. Rechercher d'autres lésions sous-jacentes qui n'apparaissent pas sur une radio normale, rechercher des adénopathies médiastinales, intertracheobronchiques, parahilaires, etc., qu'on n'objective pas souvent sur une radio normale. Quand la masse elle est au contact avec des éléments nerveux ou bien des éléments cardiovasculaires, alors là, on va demander, on va aller plus loin et on va demander une imagerie par résonance magnétique, acronyme IRM. On va le demander, elle est plus fiable dans le cas de lésions vasculo-neurologiques qu'une TDM par exemple. Voici quelques radios pour illustrer ce qu'on venait de dire. Regardez le téléthorax, on a un volumineux épanchement, mais regardez
le médiacin, il est pratiquement en place, avec un parenchyme aussi, une opacité, des opacités d'allure nodulaire, basithoracique à droite, et tout cela nous pousse à demander une TDM pour objectiver aussi bien ce qui se passe sous l'épanchement pleural, de même de voir la nature de ces nodules. Voilà deux exemples de scanner. Regardez en haut la masse apicale qui commence à infiltrer une côte. Là, on peut suspecter probablement un syndrome de ponchostobias. En bas, nous avons un collapsus total du parenchyme pulmonaire suite à un épanchement pleural. Regardez l'intérieur, il est inhomogène et à l'intérieur, il existe une masse tumorale qui est derrière la survenue de cette radiculaire. Là aussi, regardez une volumineuse atélectasie, le médiastin n'est plus visible, les côtes non plus, le cul-de-sac, etc. Et même la trachée, elle est emportée du côté contralatéral. Le scanner nous montre cette atélectasie massive où seul persiste une petite partie du parenchyme qu'on voit avec des clartés en postérieur. Regardez un autre cliché où on note une tumeur basithoracique sur le téléthorax. Regardez l'attraction du diaphragme vers cette tumeur qui est en postérieur de l'image et le scanner, elle est bien nette, elle est en postérieur et c'est elle qui attire un petit peu le médiastin vers elle et bien sûr le diaphragme qui se confond avec. Voilà. On arrive. Alors, le bilan d'extension, il passe par l'examen clinique, à la recherche bien sûr d'une extension locorégionale ou métastatique, il passe par un scanner thoracique pour évaluer la taille, la présence ou pas d'adénopathie, l'IRM pour rechercher un syndrome de ponchostobiase et le rapport avec les gros vaisseaux. Une échographie abdominale doit être faite pour rechercher des métastases hépatiques. Le scanner sur une alien, il est plus sensible, mais diagnostic difficile avec les adénomes. Le scanner cérébral à la recherche de métastases cérébrales, la scintigraphie osseuse, sensible, mais elle n'est pas toujours spécifique. On lui préfère maintenant le PET scan. Le PET scan, c'est un scanner qui a une affinité pour le glucose. Donc, on fait une perfusion de sérum hyperglucosé. Les cellules malignes ont une affinité pour la substance sucrée. Ils vont fixer justement ce glucose. Et quand on développe le cliché, on trouve des foyers de fixation qui apparaissent rougeâtres et qui témoignent de foyers secondaires. Et quand on a bien sûr une atteinte osseuse, on fait une ponction biopsie. Voici des exemples de scintigraphie, là où il y a une hyperdensité. Regardez au niveau de l'épaule, regardez au niveau du sternum et des côtes. Il y a une hyperfixation, surtout sur les côtes. À droite, on a un scanner cérébral, on voit des métastases. Et cette image qui montre une vertèbre pratiquement infiltrée, détruite, avec des lacunes, avec une côte qui est soufflée. Là, c'est un fort grossissement d'un scanner et qui témoignent de la métastase. Et là, c'est des malades qui sont recusés pour la chirurgie, donc on ne peut pas. Là aussi, regardez une image surrénalienne, juxta-splénique. Là, on a un foie qui est infiltré, il est marronné, infiltré. Et ici, c'est une coupe là aussi cérébrale. Regardez des métastases au niveau du tissu cérébral. Toujours dans l'évaluation, on évalue bien sûr l'état général parce qu'un sujet dans l'état général est altéré ne peut pas supporter l'acte chirurgical et cette classification d'après Karnowski
elle va de 100% pour un sujet normal, qui ne se plaint de rien, qui est actif, etc. Bien sûr, en descendant par palier de 10%, par exemple à 50%, le malade a besoin d'une assistance et de soins médicaux fréquents. Et à 10%, on est devant un malade moribond qui est sur le point de mourir et le décès, bien sûr, est à 0%. Le bilan fonctionnel, il consiste à faire bien sûr une spirométrie et surtout faire une courbe débit-volume. Et il faudrait que là aussi, à la spirométrie, le VEMS prévisible post-opératoire doit être égal au tiers de la valeur théorique préopératoire. On doit faire une gazométrie pour voir l'état de l'hypoxémie, l'hypercapnie, etc. On fait la mesure de la pression de l'artère pulmonaire et endocavitaire parce que les HTAP, etc., les insuffisances cardiaques droites sont souvent recusées pour l'examen chirurgical. Au-delà de ça, on classe notre tumeur. Il y a la classification TNM. T, c'est l'étendue de la tumeur. N, c'est les nodes, c'est les ganglions. Et M, c'est les métastases. Et là, vous avez cette classification. Elle va de T0, où il n'y a pas de tumeur primitive, à T3, où la tumeur, quelle que soit sa taille, va envahir directement la paroi, telle que la tumeur apicale, le diaphragme, la pilaire, le médiastinal, etc. Pour la tumeur T4, alors là, le T4, c'est lorsqu'il y a un nom, quelle que soit la taille bien sûr de la tumeur, mais avec un envahissement du médiastin, des gros vaisseaux, la trachée, l'œsophage, un corps vertébral, etc. Elle est classée. Les envahissements ganglionnaires, ça va de 1,0 à 1,3. N1 présente de métastases au ganglion péribronchique et où il est homolatéraux. N3, c'est un envahissement des ganglions lymphatiques médiastinaux ilaires contralatéraux et ou des ganglions scaléniques et susclaviculaires. Enfin, les métastases, quand il n'y a pas de métastases, on met M0. Quand il y a une métastase thoracique distante dans n'importe quel organe, c'est M1A. Et quand il y a une métastase thoracique à distance, là, on la classe M1. Et la classification stagique se fait en incluant le T, le N et le M. Et ainsi, on classe stade 1A, T1, N0, M0. T2, par exemple, c'est T1, N1, M0. Alors, le stade 2 se divise en A et B. Le B, c'est T2, N1, M0, T3, N0, M0. Ainsi de suite jusqu'à N4. Vous avez une illustration sur votre droite. Le traitement, on a dit que le seul traitement curatif, c'est la chirurgie. Elle s'adresse au stade 1 et 2. Le stade 3, il y a cette difficulté de trancher entre le ganglion, s'agit-il d'un ganglion réactionnel ou métastatique. Quand un ganglion dépasse les 10 mm, il est hautement suspect de malignité et c'est un équivalent de un M. Là, on fait, lors de l'acte chirurgical, soit une lobectomie, soit une pneumonectomie avec curage ganglionnaire médiastino-hilaire. On termine toujours par faire de la kinésithérapie à nos patients pour la flexibilité de la paroi, etc. Concernant les cas de rechute, un trop grand nombre de ces patients, hormis il était à 1,0, rechute sur le plan loco-régional ou métastatique. Enfin, il faut savoir que la radiothérapie adjuvante pré- ou post-opératoire n'améliore pas le pronostic global. La radiothérapie et la prescription dans le stade 1 et 2 inopérables, on donne des charges de 60 degrés. Quand on va fragmenter entre 1,8 et 2 degrés par semaine pendant 6 semaines, et le médiastin, lui, subit à part une irradiation d'une dose de 45 degrés, ainsi que sur les processus claviculaires. Les récidives sont fréquentes et on a des complications qui apparaissent après des séances radiques, telles que brûlures cutanées, complications œsophagiennes.
Enfin, stade 3 et 4 en délire 60 degrés, avec bien sûr un taux de réponse corrégionale de l'ordre de 50 à 60%. C'est un peu limité. Les taux de survie à 1 et 2 ans sont respectivement de 41 et 19%, mais la survie à 5 ans n'est que la chimiothérapie. Là, elle s'adresse comme la radiothérapie dans quelques cas. La chimiothérapie, elle concerne les stades 3 et les stades 4. Alors, la chimiothérapie, le taux de survie à 1 an, il est de 20%. La médiane de survie est de 6 à 9 mois. Les soins palliatifs, la survie 3 à 4 mois. Les drogues qu'on utilise dans la chimiothérapie, alors il y a une drogue qui est le pilier du protocole, c'est le cisplatinum auquel on rajoute en première ligne la gemcitabine, l'ifosfamide, l'étoposide et le 5-fluorouracil. Le taxotere est utilisé en deuxième ligne. Enfin, il faut savoir qu'il existe de nouvelles générations. Il y a la thérapeutique ciblée, notamment la molécule, c'est l'Avastin. Et il y a l'immunothérapie, c'est une thérapeutique toute récente qui consiste à traiter le malade par son propre système immunitaire. En effet, schématiquement, la tumeur maligne, elle libère des substances qui vont constituer une barrière ou un leurre pour les cellules immunocompétentes. Les nouvelles molécules de l'immunothérapie, elles vont balayer, elles vont effacer ce leurre qui entoure la tumeur et ainsi les cellules immunocompétentes vont reconnaître la tumeur et aller la phagocyter. Les autres thérapeutiques palliatives, il y a la cryothérapie trachéobronchique. La cryothérapie trachéobronchique, c'est le traitement par le froid. On fait des attouchements sur la tumeur qui vont aboutir à une thrombose. Et la thrombose va donner une nécrocellulaire qui va se donner une désagrégation de la tumeur en 4 à 7 jours avec escarre. Enfin, le laser LIAG, qui est de découverte il y a une trentaine d'années, il permet par un rayon de laser de sectionner la tumeur, surtout lorsque celle-ci siège au niveau de la trachée ou dans l'une des deux branches droite et gauche, les branches souches. Alors, la photochimiothérapie, là aussi, elle est intéressante, elle est excitée par laser et elle va aboutir à une destruction tissulaire. Des fois, lorsqu'il y a une obstruction trachéale subtotale, on traite par une prothèse endobronchique, par un bronchoscope rigide. On a des prothèses cylindriques qu'on pousse à l'intérieur du tube de la lumière du bronchoscope. À son bout, elle va se libérer et elle va donner une expansion qui va refouler la tumeur qui était en train de comprimer. C'est bien sûr un traitement, là aussi palliatif, pour éviter l'asphyxie du malade pour une certaine durée. Certains soins palliatifs, qui sont des soins dits d'accompagnement, une fois qu'on a épuisé toute la panoplie possible thérapeutique, il faut quand même accompagner le malade pour un meilleur confort lors de ces derniers jours par la prise en charge de d'abord sa douleur, qui est parfois intense, par l'état psychologique, le malade, il est dépressif, triste, etc. Et enfin, il est cachexie, on l'aide un peu par un état nutritionnel. Le cancer bronchique, en résumé, c'est une maladie, on l'avait vu, redoutable, avec un taux de survie local qui ne dépasse guère les 2% à 5 ans. Parallèlement, le traitement, il est très onéreux par la sensibilisation tout azimut, par l'application des lois qui existent d'ailleurs, d'interdiction de fumer dans des endroits publics, etc., et par la multiplication des consultations anti-tabac dans les services incriminés dans la lutte anti. La prévention primaire, elle consiste à une lutte contre le tabagisme, bien sûr, et à respecter tous les paramètres que vous voyez, tels que l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'interdiction de faire de la publicité pour le tabac, en augmentant les taxes spécifiques sur le tabac qui vont éventuellement dissuader un certain nombre de fumeurs,
Et il faut mener des campagnes d'information grand public et surtout en ciblant les jeunes à l'école, les adolescents. Il faut avertir sur les paquets même de cigarettes, sur les dangers et ne pas s'arrêter à aider au sévrage les sujets fumeurs. Je vous remercie.